C'est une forme de folie, car nous sommes tous en danger à cause des événements de ces derniers jours. L'attaque contre des bombardiers stratégiques au cœur de la Russie, menée par les services de renseignement ukrainiens, mais presque certainement occidentaux, constitue une provocation d'une ampleur extraordinaire pour de nombreuses raisons. Et pourtant, comme vous le dites, on en parle comme s'il s'agissait d'une victoire dans un jeu vidéo. Juste un autre coup habile, plutôt qu'une profonde déstabilisation, une nouvelle déstabilisation profonde du cadre des armes nucléaires. Une partie du problème qu'il convient de mentionner dès le début est que les bombardiers russes, selon de nombreux rapports faisant autorité, étaient à la vue des satellites précisément en raison des accords de contrôle des armements nucléaires qui laissaient les forces stratégiques ouvertes à la surveillance de l'autre partie de l'accord et les rendaient donc vulnérables. Aujourd'hui, l'Ukraine a mené cette attaque en utilisant des renseignements occidentaux. Bien sûr, on ne nous dit rien, et on ne nous dira jamais sur le rôle de la CIA et du MI6 dans cette attaque. Mais il y a de très bonnes raisons de croire que ces organisations ont soit dirigé cette attaque, soit y ont été profondément impliquées. Quoi qu'il en soit, des renseignements américains ont été utilisés pour cette attaque. Et il n'y a que de la jubilation face au fait que cela se soit produit, même si cela sape un élément crucial du contrôle des armements nucléaires entre les deux superpuissances nucléaires. La légèreté, la folie, l'irresponsabilité du comportement occidental et des médias occidentaux sont choquantes, absolument choquantes, et elles ne témoignent d'aucune compréhension ni d'aucune lucidité face aux dangers mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, vous soulevez la question, pourquoi en est-il ainsi? Et bien sûr, c'est un mystère. C'est ce que nous essayons de comprendre. Où est même passé l'instinct de survie? Parce qu'avec ce genre d'irresponsabilité, nous nous rapprochons de plus en plus d'une guerre nucléaire. Et chaque fois que ce risque est évoqué, on nous dit « n'y pensez pas, ce n'est pas grave ». C'est du bluff. Il n'y a rien à craindre. Ce qui en soi est une forme d'idiotie irresponsable, car bien sûr, nous faisons face à de réels dangers, et aucun politicien ne devrait être assez obtus pour ne pas le comprendre. Alors d'où vient tout cela? Je pense qu'au fond, il s'agit de l'arrogance profonde du gouvernement américain et de ses agences de renseignement alliées après la fin de l'Union soviétique. À mon avis, tout ce que nous vivons depuis 34 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique en 1991, reflète une arrogance choquante de l'appareil sécuritaire des États-Unis et de la CIA, qui depuis ce moment s'estimait pouvoir agir en toute impunité, agir unilatéralement, abandonner tous les cadres de traités et tous les accords. Et cette arrogance, bien sûr, est née de l'idée américaine selon laquelle elle était désormais l'hégémon mondial incontesté et qu'elle pouvait agir à sa guise, qu'il s'agisse de lancer des guerres, de renverser des États, de fomenter des coups d'État et des assassinats, ou d'abandonner le cadre des armes nucléaires. L'attaque de cette semaine était une forme d'abandon du cadre des armes nucléaires. Mais il y en a eu beaucoup d'autres depuis la fin de l'Union soviétique. Les États-Unis ont essentiellement abandonné un engagement après l'autre en matière de traités, à commencer en 2002 par l'abandon unilatéral par les États-Unis du traité sur les missiles antibalistiques et en 2019 par l'abandon du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Bien sûr, dans la phase actuelle du conflit entre les États-Unis et la Russie en Ukraine, avec la fin effective du traité New START, nous n'avons plus de cadre de contrôle des armements nucléaires parce que les États-Unis s'en sont retirés unilatéralement.
Et les actions de cette semaine renforcent encore le sentiment du côté russe d'être sous une attaque stratégique des États-Unis. C'est extraordinairement dangereux et irresponsable. D'autant plus que les risques ne sont même pas reconnus. Ils ne sont ni admis, ni même mentionnés. Nos médias traditionnels sont tellement obtus et ignorants, ou alors tellement sous la coupe de la CIA, que nous n'avons pas la moindre idée des implications de ce qui s'est passé cette semaine. Cela ne se produit pas non plus dans un vide. Je veux dire, la trajectoire globale du monde aujourd'hui. Non seulement nous soutenons et aidons, du moins beaucoup de pays européens et les États-Unis, un génocide à Gaza, mais il y a aussi ces menaces de guerre avec l'Iran, qui pourraient à elles seules devenir une guerre mondiale, et des discussions sur une guerre avec la Chine, qui pourraient également mettre fin au monde. Et maintenant, attaquer les forces nucléaires de la Russie. Quelque chose qui aurait été un scénario cauchemardesque pendant la guerre froide. Et c'est simplement, comme vous l'avez dit, balayé d'un revers de main. Et en effet, c'est présenté comme si, vous savez, si vous êtes pro-Ukraine, alors vous devez applaudir comme un phoque. Et si vous êtes critique, alors vous êtes d'une certaine manière pro-russe. C'est un peu le nouveau niveau intellectuel que nous avons. Et ce n'est pas seulement les médias, ce sont aussi les politiciens. Ils ressemblent à des fanatiques. Je ne comprends pas, encore une fois, où est l'opposition? Pourquoi n'y a-t-il pas de mouvement pour la paix? En effet, le mouvement pour la paix semble soutenir que la paix dépend, vous savez, de la défaite de la Russie. Je n'arrive pas vraiment à comprendre cela. Je ne sais pas comment sommes-nous devenus les fanatiques ici. La seule chose que je peux dire à ce sujet, en essayant de comprendre, c'est que ces va-t-en-guerre acharnés, comme Starmer, Emmanuel Macron ou Merz, sont impopulaires dans leur propre pays. On pourrait donc dire qu'une partie de cette approche est entretenue par l'effondrement progressif de l'éthique démocratique, dans la mesure où ce qui se passe ne reflète pas, dans l'ensemble, l'opinion publique. Et cela malgré le fait que le public est inondé de propagande en faveur de cette guerre qui se poursuit. Il n'est pas vrai que le grand public en Europe ou aux États-Unis souhaite cette guerre. Ainsi, non seulement les politiciens et les médias d'entreprise poursuivent inlassablement la voie de la guerre, mais malgré toute la propagande, ils n'ont pas l'opinion publique derrière eux pour soutenir la guerre. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'existe aucune opposition organisée à cela qui ait le moindre effet. Les hommes politiques ont parfois des taux d'approbation de l'ordre de 10 ou 20%, et pourtant ils parviennent tout de même à exercer leurs fonctions. Leur gouvernement ne tombe pas. Les politiciens d'opposition accèdent rarement au pouvoir, en partie parce que ceux qui pourraient former l'opposition sont écartés du pouvoir, soit en étant disqualifiés lors des élections, comme cela s'est produit en Roumanie, et peut-être que cela se passe actuellement en France, soit par une coalition de partis, les partis historiques de gouvernement, qui s'unissent pour tenter de former des coalitions très fragiles afin de bloquer les voix qui s'opposent à la guerre. Je pense donc que cela ajoute simplement une nouvelle dimension de complexité à votre question, à savoir, pourquoi nos institutions politiques sont-elles si totalement inefficaces pour exercer un certain contrôle sur cette situation, malgré son impopularité évidente? Il est vrai que dans l'ensemble, les gens ne descendent pas dans la rue. Mais ça soulève d'autres questions. Ce n'est pas une forme très efficace de contrôle sur la politique étrangère. Nous avons en fait perdu le contrôle de nos institutions politiques sur la politique étrangère. Je pense que la politique étrangère aux États-Unis est guidée depuis des décennies par ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire des institutions non responsables qui opèrent dans le secret et le mensonge, la CIA en premier lieu, mais pas seulement. Ainsi,
l'anesthésie de notre vie politique, l'absence de responsabilité de notre politique étrangère font partie de cette histoire. Encore une fois, cela naît de l'arrogance qui s'est emparée de la politique étrangère américaine et, à ma grande surprise, de celle de Trump et des États vassaux des États-Unis en Europe, à un degré incroyable après 1991. Mais il existe une sorte d'effet anesthésiant, un profond cynisme et scepticisme à travers l'Occident quant au bon fonctionnement de nos institutions. Nos gouvernements sont impopulaires, et à juste titre, mais cela ne conduit pas à une remise en question ou à une autocorrection à ce stade. Trump est une figure déconcertante, et je pourrais dire intéressante dans ce contexte. Bien sûr, il est tellement instable dans son comportement, dans sa manière d'être, dans ses messages, qu'on ne sait pas vraiment quoi penser de Trump. Mais on perçoit des lueurs d'une idée selon laquelle il aimerait que la guerre en Ukraine cesse, mais il semble incompétent ou incapable d'y parvenir, peut-être tout simplement pas aux commandes. Lorsqu'on considère un événement qui vient de se produire, où l'Ukraine a pris une mesure profondément dangereuse et déstabilisatrice, il n'y a pas un mot de la Maison-Blanche, pas la moindre expression d'inquiétude. Il y a la question interne. Qui savait quoi et quand? Encore une fois, je pense que la grande majorité des experts estiment bien sûr qu'il s'agissait d'une opération planifiée et exécutée par la CIA, et non menée discrètement pendant 18 mois par un pays totalement dépendant du renseignement américain. Il y a des informations selon lesquelles le secrétaire à la Défense des États-Unis aurait regardé tout cela en temps réel. Que ce soit vrai ou non, encore une fois, nous ne le savons pas et nous ne le saurons pas, car le gouvernement ment et il n'y aura aucune preuve définitive à ce sujet. Tout cela irait à l'encontre du récit public selon lequel Trump essaye de rassembler les partis autour de la table des négociations. Et puis, lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, nous n'avons aucune explication, aucun commentaire, même pas un point d'interrogation soulevé par ces imbéciles du New York Times, du Wall Street Journal ou du Washington Post, comme si c'était même une question à poser. Alors, Trump joue-t-il un rôle dans la politique étrangère? Ce n'est pas clair, mais cela ne fait qu'ajouter au mystère.